aborder le sens réel de la vie. OK. Parce que tout ce qu'on fait, en fait, c'est parce que ça a un sens pour nous, a priori. Ouais. Mais à partir de quoi il est fabriqué ce sens? Mhm. Parce qu'on apprend par l'éducation que telle chose est bien parce que ça répond à une morale qu'on nous a inculquée. Et ça donne un sens, en fait, à notre action. Et donc, le sens de nos actions, il provient de ce qu'on nous apprend. Exact. Et ça semble donc basé sur les notions de bien et de mal, a priori. Ouais. Mhm. Et pourtant, il arrive souvent un moment où ce sens qui nous fait agir, il peut nous entraîner de la souffrance. Ou alors il suffit plus. Donc j'aimerais savoir pourquoi et est-ce qu'il y a un sens réel de la vie qu'on perçoit pas en fait. Ouais, c'est évident. Le sens de la vie que les êtres humains ont en ce moment, en majorité, là, c'est un sens justement polarisé de la vie. C'est pas ajusté ou c'est relativement ajusté à la réalité systémique. Le sens de la vie, c'est l'ajustement ou le désajustement à la réalité systémique. C'est ça qui donne un sens. Alors, l'homme s'est créé un sens psychologique, ok? Polarisé, c'est évident. Alors, ce sens-là, très souvent, vient en conflit avec le sens systémique, purement systémique. Autrement dit, l'être humain n'étant pas ajusté à la réalité systémique, il se crée à travers l'expérience un sens différent. Et la résultante du conflit, c'est la souffrance. La souffrance est là pour dire à l'ego, c'est pas tout à fait comme ça que ça fonctionne là. Alors, il faudrait que tu t'ajustes. Mais la personne étant inconsciente, étant habituée à se désinformer, a bien beaucoup de difficultés à savoir ou à avoir une perspective de tout ça. Puis est là le problème. C'est une question de conscience. Le sens de la vie nous donne en même temps une conscience quelconque. Donc, plus une personne a un sens de la vie qui est ajusté à la réalité systémique, mieux elle est dans sa peau, moins elle souffre, c'est évident. Si elle tient compte de sa réalité, dans toutes les dimensions, à tous les points de vue, à ce moment-là, elle souffre beaucoup moins. Parce qu'elle tient compte de sa réalité. Autrement dit, de la réalité systémique. Mais l'homme, à travers sa morale, à travers la polarité, il renie son animalité. Une grosse partie du problème de l'homme, c'est ça. Et en la reniant, elle refait surface d'une autre façon. Exemple, Moyen-Orient, où la sexualité chez les hommes elle est restreinte, supprimée. OK? À ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Les adolescents, les jeunes, ils n'ont pas de façon de canaliser cette énergie-là. Il y a beaucoup d'énergie, hein? Surtout sexuelle. Mais au niveau d'un stress, ils ne savent pas comment canaliser ce stress-là. Alors à ce moment-là, s'ils n'ont pas de façon de le canaliser, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont devenir violents. Ça va créer des justifications pour la violence. Ils vont vouloir avoir le pouvoir sur quelqu'un d'autre, sur une autre nation, etc. Ils vont être susceptibles à toutes ces choses-là. Alors, ils vont être plus violents, plus tendance à la violence, etc.
Il n'y a pas que ça, là, mais c'est un gros facteur. Chez les singes bonobos, par exemple, les femelles, lorsqu'il y a un problème entre les mâles, elles s'offrent sexuellement aux deux. Et ça règle le problème. Alors, si un animal est capable de le faire, pourquoi l'humain n'est pas capable de le faire? À cause justement de son sens de la vie. Il y a un sens de la vie déformé en rapport avec la réalité systémique. La sexualité, c'est un terminal d'énergie. Il faut apprendre à s'en servir. Pas être asservi à sa sexualité, etc. Quand une personne, par exemple, est polarisée moralement au niveau de sa sexualité, ben, il y a une tendance à la vivre, puis il y a une tendance à ne pas la vivre, qui essaie de la supprimer. Alors, il y a conflit à ce moment-là. La personne finit par la vivre de toute façon, mais elle va se sentir coupable, etc., etc. Ça amène toutes sortes de répercussions. Puis ça va affecter énormément la qualité de vie d'un individu. Alors, ça affecte le relationnel, c'est évident. Tout ça à cause d'un sens de la vie qui a été imposé à l'ego, justement. Mais l'individu, il ne sait pas ça. Il ne sait pas que ça lui a été imposé. C'est aussi imposé, ça a la même force d'imposition que le génétique. De génération en génération, le comportement de différentes générations influe sur le génétique, c'est évident. La science commence à un peu à voir à travers ça. Ils appellent ça l'épigénétique. Ce qui est au-dessus, ce qui influence la cellule, ce qui influence tout ça. Autrement dit, les comportements. Comment les personnes vivent leur vie, comment mentalement ils vivent leur vie. Ils ont même découvert des relations avec, par exemple, les famines. Chaque année, il y avait des famines, etc. Puis ils ont découvert des relations entre la famine, où il y avait moins de sources de nourriture, et les générations suivantes. Ça a affecté les générations suivantes. À travers des maladies, c'est évident. Ils sont en train de découvrir que la génétique, c'est pas tout à fait ce qu'ils pensaient. Beaucoup en ce qui concerne la génétique, qui est influencée par le comportement. Le code génétique comme tel, c'est comme une copieuse. C'est tout ce que c'est. Ça fait rien d'autre que copier, s'auto-copier. Mais ça prend quelque chose d'autre qui révèle comment j'appelle ça? Cette longueur génétique, autrement dit, ce strand, en anglais on dit strand, là, une longueur génétique, ça prend quelque chose, il y a comme une gaine au-dessus. Puis cette gaine-là, elle peut rouvrir ou fermer, selon le comportement des individus, selon ce qui est arrivé dans leur vie, etc. Donc, si une personne a un sens de la vie qui n'est pas ajusté à la réalité, est toujours en conflit, donc ça l'affecte le génétique, donc ça l'affecte les autres générations. Non seulement ça l'affecte au niveau génétique, mais ça l'affecte directement au niveau programmation, etc. La personne se trouve à transférer chez ses enfants cette morale, cette éthique,
ces illusions, finalement, c'est pas ajusté à la réalité systémique. Alors, les enfants continuent les mêmes comportements, donc ils renforcent encore plus la programmation, donc la génétique. La génétique, le code génétique provient des programmes. Autrement dit, c'est la récurrence des programmes, des comportements qui créent la génétique en premier lieu. C'est évident. Ça ne se crée pas comme ça, ça. Là. On ne parle pas du comportement humain. Là. On parle de... Il y a très longtemps, là, comment ça s'est bâti, tout ça. Là. Alors, c'est à travers des comportements, c'est à travers la survie, c'est évident. Alors, la bête, l'homme, c'est adapté à toutes sortes de conditions de survie. C'est ça qui a développé le corps humain actuel. C'est ça qui a développé tout corps animal. La répétition, on parle des millions d'années, là, qui crée ce code qui se répète, qui se transmet de génération en génération. Pourquoi? Pour survivre. Autrement dit, il y a eu expérience, l'expérience est enregistrée et ça sert à l'autre génération. Mais il n'y a pas seulement l'expérience positive qui sert les autres générations, c'est ça l'affaire. Il y a l'expérience dite négative, dans le sens, l'expérience qui est nocive à l'individu. Alors, ça va loin, l'affaire du sens. Donc ça voudrait dire qu'en fait, le sens, c'est juste d'être ajusté à la réalité systémique. C'est ça. C'est ça le sens. Ça nous donne un autre sens de la réalité, plus ajusté à la réalité systémique, c'est évident. Donc, l'individu étant plus... C'est ça l'éveil. L'individu étant plus ajusté, ou étant en évolution dans son ajustement, même s'il est en évolution, il est éveillé pareil. Il y a différents niveaux d'éveil, dépendant de son ajustement. Alors, à ce moment-là, il souffre plus psychologiquement. La différence entre un homme éveillé et une personne qui ne l'est pas, c'est un va souffrir psychologiquement, l'autre va souffrir vibratoirement. La souffrance est nécessaire. Mais la souffrance psychologique n'est pas nécessaire pour une personne qui est éveillée. Il va avoir une souffrance vibratoire, une tension. Il va utiliser la tension pour canaliser son énergie. Il va utiliser cette énergie-là. C'est comme ça qu'il se sort de la souffrance vibratoire, autrement dit, de la tension. Oui, mais alors, on se retrouve en fait avec un bagage de programmation là, sur le dos, et qu'il faut s'ajuster à ça en fait. On a l'impression qu'il faut s'ajuster, alors que c'est pas ajusté cette programmation. Ouais. Il ne s'agit pas de s'ajuster à ça, il s'agit d'en prendre conscience et de ne plus l'activer. De mettre un terme à l'activation inconsciente. Donc, une fois que la personne commence à avoir la mécanique, commence à observer au niveau multidimensionnel, elle a la capacité. L'observation elle-même empêche l'ego d'activer le programme. L'ego n'est plus en mesure de tomber dans le piège de la raison puis des justifications. Il est là le piège. La clé, c'est ça. Lorsque l'ego rentre dans le piège de la justification, il active le programme. Mais c'est très difficile pour une personne qui est habituée à fonctionner à travers ce genre de raison-là, qui est associée à sa pensée, qui est identifiée à sa pensée, identifiée à ses ressentis, etc., sa personnalité, et de ne pas tomber dans le piège. Il faut qu'il se passe quelque chose pour qu'il ne tombe plus dans le piège. Autrement dit, il faut qu'il prenne conscience du piège. Qui fait quoi?
qui active constamment la programmation. Autrement dit, qui renforce la programmation. C'est pour ça que quand les gens vieillissent, ça remplit. Les personnes arrivent à 40, 45 ans, là, oups, puis il y a une crise. C'est évident, là, ils ont des programmes qui ont activé pendant 40 ans. Ça devient fatigant à un moment donné, là. Ils en souffrent. Conscient de la souffrance, ils essaient de s'en sortir, etc. Autrement dit, une saturation des programmes. C'est pour ça que les gens font des burn-out, des dépressions, etc. Parce que ça s'est accumulé, tout ça. Une fois qu'ils sont en mesure d'observer de façon multidimensionnelle, bien là, ils sont en mesure de ne plus activer ces programmes-là. Donc, ils vont moins en souffrir. Ils ont une porte de sortie en rapport avec leur souffrance. Ils vont moins s'identifier à la pensée, au ressenti, etc. Parce qu'ils connaissent la provenance. Autrement dit, ils commencent à être instruits de la réalité systémique. Ils commencent à s'ajuster à la réalité systémique. C'est pas intellectuel, c'est une réalité qu'ils perçoivent. Pas pareil. Autrement dit, ils s'en rendent compte dans leur expérience. C'est pas une affaire de croyance, cette affaire-là. Alors, à ce moment-là, ça change. Puis au fur et à mesure des expériences qu'ils vivent, à ce moment-là, ils prennent conscience de la mécanique encore plus, dans leur expérience. Ils voient que ça fonctionne. Puis ils recommencent l'expérience, ça se raffine de plus en plus. La capacité d'observation augmente, la présence augmente, l'identité réelle augmente. Donc l'homme naît à ce moment-là. Il y a une renaissance. Il sort de la coquille. Il découvre un monde totalement différent, totalement nouveau pour lui. Une identité totalement différente. Il devient libre. C'est l'ignorance qui empêche la liberté. Ben oui, puis là, même en s'informant, ça va automatiquement donner des attitudes psychologiques. Au début, oui. Si on se dit on doit s'ajuster, à quoi on s'ajuste? C'est quoi cet ajustement? C'est ça, ouais. Ouais, mais c'est pas que. Ouais. Ça s'ajuste. À partir de cette conscience. Pardon? À partir de cette conscience psychologique, c'est interprété de cette façon. Bon, d'accord, on s'ajuste, mais on s'ajuste à quoi? Ouais, mais c'est normal au début. Puis après ça, les gens vivent les conséquences de ça, de cette interprétation-là. Puis là, après ça, ils découvrent ce qui fait qu'ils ont interprété, etc. Ils remettent en question l'interprétation. Ils découvrent qu'ils se désinforment, etc. Alors, il y a un processus dans tout ça. Là. Ils découvrent que leur sens de la vie, c'est pas ajusté, justement. Mais c'est pas facile puisqu'ils ont pris des habitudes de penser, de fonctionner toute leur vie. Ils sont habitués à un sens psychologique. S'ils perdaient ça tout d'un coup, ben, la vie n'aurait plus de sens pour eux, normal. Puisqu'ils n'ont pas, c'est pas remplacé par un autre. Donc, le processus, c'est ce processus de remplacement. Mais le remplacement se fait au fur et à mesure de l'expérience de la personne. Ça ne peut pas se faire autrement. Ça ne peut pas être forcé, cette affaire-là. C'est pas parce qu'une personne en parle qu'automatiquement, ça ne marche pas comme ça. Il faut que la personne vive l'expérience. Autrement dit, commence à remettre en question le sens de la vie qu'elle a toujours eu, et commence à s'ajuster à un autre sens de la vie, qui est plus ajusté à la réalité. La réalité étant les lois systémiques, étant la mécanique systémique. Comme la gravité.
Une fois qu'on s'en rend compte, comment ça fonctionne, etc., tous les aspects de la gravité, bien là, on découvre plein de choses. On peut créer à travers ça. On peut créer des choses en fonction de ça. Les avions, c'est ça. Un avion, c'est antigravité. On sert de moteur, de propulsion, avec une aile faite d'une certaine façon pour faire monter l'avion, c'est tout. C'est antigravité. A fallu avoir la notion de la gravité avant. Je parle de l'homme en général. Ceux qui ont inventé ça. C'est pas seulement un homme qui a inventé ça. C'est pas seulement les frères Wright qui ont inventé l'avion. Ça a évolué après. Alors, ces individus-là, il fallait qu'il y ait un sens de la gravité. Pas seulement de la gravité, du vent, etc. Comment ça fonctionne, toute cette affaire-là. Donc, comment fonctionne le système? Ils ne pouvaient pas inventer quoi que ce soit, là. Il fallait qu'ils travaillent avec ce qui existe. Le système. La gravité fait partie du système. Comment se comporte l'air, le vent, etc. Ça fait partie du système. Donc, tout ce qui est scientifique est beaucoup plus ajusté au système. En général. On ne parle pas des dogmes scientifiques, là. Sinon on tombe dans la religion scientifique. Justement, le principe énoncé par les scientifiques Crick et je ne sais pas trop qui, je ne me rappelle plus de son nom, là. Ils ont avancé quelque chose, ça n'a jamais été prouvé au niveau du génétique, ça n'a jamais été prouvé scientifiquement, puis aujourd'hui, ça continue à se baser là-dessus. Comment le génétique affecte l'individu, par exemple. C'était seulement une théorie, ça n'a jamais été prouvé. Donc, c'est pas scientifique. Les scientifiques d'aujourd'hui, la majorité, se basent là-dessus. Là, c'est devenu un dogme. C'est une religion. Là. Alors, à partir d'une prémisse comme celle-là, c'est évident que les expériences puis les autres théories vont être plus ou moins solides. C'est ce qu'ils se sont rendus compte en développant ou en découvrant le code génétique humain. Ils s'attendaient à beaucoup que le code était très grand, très long, très volumineux. Puis en fait, c'est pas si volumineux que ça. Puis ça ne fonctionne pas exactement comme ils pensaient, etc. Ils découvrent au fur et à mesure. Ils découvrent que le dogme de base, de plus en plus, il n'est peut-être pas exact. Ça n'avait pas été prouvé encore. C'est un avancé, c'est une théorie. C'était découvert, cette théorie-là a été énoncée dans les années 50. Les scientifiques ont tendance à faire ça. C'est le côté religieux de la science. Tu sais, c'est des êtres humains, normaux, émotionnels, etc. Alors, ils ont tendance à croire. Ils vont à l'université, puis on leur dit, c'est ça, comme ça que ça marche. Comme si là, ça ne changerait jamais, cette affaire-là. Là. Mais ça change tout le temps, curieusement. C'est comme ça que la science évolue, d'ailleurs. En remettant en question les dogmes scientifiques. Ce qui retarde la science, c'est ceux qui s'accrochent à ces formes-là, à ces dogmes-là. C'est la même chose pour la psychologie, c'est la même chose pour tout.
Oui, j'ai l'impression que dès qu'il y a interprétation humaine, ça, ça nous fait bifurquer dans quelque chose Il faut qui n'est faire pas très juste. attention. Oui, exactement. Il faut faire très attention. On peut interpréter, mais il faut l'expérimenter. Il faut le prouver, il faut le vérifier tout le temps. À ce moment-là, ben, lorsqu'on vérifie, c'est comme moi, par exemple, j'ai développé ce que j'ai développé à travers la vérification. C'est pas mon imagination, là. J'ai vérifié. J'ai vu des choses, j'ai vérifié. J'ai vu des choses, j'ai vérifié. C'est très scientifique. Pas chez seulement une personne, là. Plusieurs personnes. Tout le monde fonctionne comme ça. La forme qu'on décrit, comment on la décrit, ça c'est une autre histoire. Une personne pourrait avoir découvert les mêmes choses, prouvé, mais parler, utiliser des formes totalement différentes. Mais à ce moment-là, si je rencontrais cette personne-là, je comprendrais très bien, il y aurait une affinité vibratoire, au-delà de la forme. Je pourrais communiquer avec cette personne-là. On pourrait s'ajuster au niveau du vocabulaire et de la forme. La forme, elle a une importance, mais elle n'a pas toute l'importance. Ce qui est important, c'est ce que ça veut dire, c'est ce qu'on veut dire de ça. Ce qu'on exprime. Qu'on appelle ça un programme, qu'on appelle ça n'importe quoi, c'est la même chose. On appelle ça un automatisme ou autre chose. L'automatisme, ça a l'air que c'est pas mal juste. Hein? Programme, c'est pas mal juste. Oui, mais de toute façon, ça reste des mots et les mots ne sont pas la réalité. Les mots sont Une interprétation, une façon d'utiliser la forme pour véhiculer la réalité qu'on perçoit. Et lorsque la personne est consciente de ça, à ce moment-là, ce qu'elle parle, ce qu'elle utilise comme forme évolue, peut évoluer. Sans ça, ça reste dans le dogme. Dans le sens, ça devient un dogme. Dans le sens, ça devient une religion, une croyance. Pour les autres personnes et même pour la personne elle-même. Ça ne peut pas évoluer comme ça. Ce n'est pas l'essence qu'on remet en question. Ça peut être la forme. On peut utiliser une autre forme ou l'amalgame de différentes formes pour l'expliquer différemment. C'est plus clair? Parfait. Mais faut qu'il y ait un retour en conséquence. Ça peut paraître clair, mais s'il n'y a pas de retour en conséquence, si ça mêle les individus encore plus, même si on pense que c'est clair, ça ne marche pas, là. Là, on a un retour différent. Donc, on ne peut pas se fier sur ça a l'air clair. Voyez-vous ce que je veux dire? Sur la clarté qu'on pense que ça a. Même si on est plusieurs personnes à regarder ça de certaine façon. C'est l'expérience qui va déterminer ça, c'est pas nous. C'est différent. Oui, mais en même temps, chacun a sa perception particulière, donc il y a toujours... Oui, mais c'est toujours le même système. Pour chaque personne, c'est le même système. Ça fonctionne d'une certaine façon, mais ça ne fonctionne pas pour une personne, puis fonctionne différemment pour une autre personne. Pas de même, ça marche. Une fleur est programmée de la même façon. Puis une fleur, ça a autant de matériel génétique qu'un être humain. Bizarre. C'est ça qu'ils découvrent, là. C'est bizarre, ça.
ne devrait pas. T'sais, on est fait de la même façon. On est fabriqué par le système. On fait partie du système. C'est la même chose pour tout le monde. Excepté qu'il peut y avoir différentes interprétations selon le manque de vérification. Mais si on vérifie, c'est la même réalité pour tout le monde. Qu'on l'appelle X, Y ou Z, on va se comprendre pareil. Il n'y a pas d'interprétation, là. Il y a seulement un changement de langage. Un Russe va l'appeler telle chose, puis un Français va l'appeler une autre chose. Mais le Russe, il veut dire exactement la même chose. Il s'agit seulement de trouver un langage commun. Mais si on n'apprend pas le russe, puis si le russe n'apprend pas le français, ça va être difficile la communication. Plus difficile. Ce qui est important, c'est que les deux veulent dire la même chose. Les deux constatent la même chose. Ils vont finir par communiquer. Parce qu'ils vont avoir un besoin de communiquer. Ils vont avoir un besoin créatif de communiquer. Parce qu'ils vont savoir qu'ils veulent probablement dire la même chose. C'est intéressant, là. Il va y avoir un effort qui va être fait pour apprendre le russe ou le français, whatever. Ou le franc-russe. Un langage universel, whatever. En fait, la métaconscience, c'est un langage universel. Une personne qui s'éveille devient métaconsciente, dans le sens que deux personnes qui s'éveillent deviennent automatiquement métaconscients. Ils sont capables de communiquer. Parce qu'ils sont dans le même sens de la vie. Pas au niveau de la forme. Au niveau de l'essence. La source est la même. La vérification est la même. L'évolution est relativement la même chez chaque individu. Oui, donc il me semble que le problème, c'est vraiment cette interprétation, parce que par exemple les religions, ça nous montre cette dimension qu'on n'a pas, enfin voilà, on est il y a quelque chose de plus grand qui nous fait vivre, mais sauf que c'est interprété de telle façon que c'est comme si l'homme, sa conscience se met en dehors du système. C'est comme s'il essaye de se mettre en dehors. Parce qu'il est en dehors. Parce que sa conscience est en dehors du système. Parce que sa conscience n'est pas ajustée au système, justement. Alors, de là l'interprétation. Autrement dit, il y a un manque de maturité, il y a un manque d'évolution là-dedans, il y a un manque d'intelligence de la réalité systémique. Ou de la réalité, point final. La seule critère sur lequel on peut se fier, c'est en vérifiant. C'est si vous adoptez un comportement, un sens de la vie, puis ça vous fait souffrir, quelque chose qui ne marche pas. Là. Ça prend du temps des fois. Là. Mais si vous avez certains besoins, puis vous ne les remplissez pas, ces besoins-là, vous en souffrez, éventuellement, mais il y a quelque chose qui n'est pas ajusté avec la réalité. C'est conflictuel avec la réalité. C'est ça que les gens vivent. Ils vivent des conflits constamment. En rapport avec quoi? La réalité. La réalité ou le sens de la vie qui leur a été imposé par la force dans un sens, à cause qu'ils étaient dans un certain milieu,
vient en conflit avec la réalité systémique. C'est pas évident au début de la vie, ça, là. L'enfant, pour se sécuriser, il adopte le sens de la vie de ses parents, la morale, etc., tout le kit. Il se retrouve à 40, 45 ans, là, oh, ça marche plus, là, j'en souffre de ça. Mais il sait plus ou moins, là, mais il souffre. Puis il essaie de chercher un sens à la vie, etc. Là, il rencontre quelqu'un comme moi, puis là, la personne lui explique comment ça fonctionne, etc. Il expérimente un peu plus. Ah, oh! Là, je commence à savoir, à ce moment-là, il commence à savoir pourquoi il souffre. Donc, il peut commencer à remédier à la situation. Il doit se méfier du sens de la vie qui lui a été imposé. Puis lorsqu'il commence à faire ça, ben, là, il commence à développer un autre sens de la vie, plus ajusté à la réalité systémique. Mais il y a une résistance constante, par habitude. Parce que c'est sécurisant, un sens de la vie, même si ça nous fait souffrir. Il y a une résistance. Mais l'ego, la personne, doit prendre conscience de cette résistance-là. Réaliser que c'est des programmes, des automatismes qui l'incitent. Une fois qu'il voit ça, une fois qu'il voit qu'il est en mesure d'observer ça, ben là, il commence à ne plus activer ce sens de la vie-là. Ça devient absurde pour lui. Puis en faisant ça, il développe un autre sens de la vie. C'est graduel. C'est un processus, c'est un passage d'un sens de la vie à l'autre. On va appeler ça comme ça. Un sens de la vie, c'est une conscience. Donc, il y a un passage d'une conscience à une autre. Supérieure. Il est forcé, il est obligé. Pourquoi? Parce qu'il souffre. Donc, la souffrance sert. Si on sait s'en servir. Puis même quand on est éveillé, la souffrance sert. C'est plus la même sorte de souffrance, là, tu sais. Il n'y a plus d'ignorance, là. Il y a une tension, on s'en débarrasse, on utilise l'énergie, puis on sait qu'il n'y aurait plus de tension après. C'est fabuleux, ça. Quelle que soit la forme qu'on utilise, il y a des formes plus particulières qui canalisent plus d'énergie. Donc, on canalise l'énergie, puis on ne souffre plus. On n'a plus l'attention. C'est l'attention qui crée la souffrance et l'interprétation, si on fonctionne de façon psychologique. L'anxiété, les crises de panique, c'est tout ça. Toute l'interprétation de cette tension-là. Les personnes ont peur de vivre, comme dans les crises de panique, par exemple, ou l'anxiété, les personnes ont peur de vivre cette tension-là, justement, extrême. Ils font tout pour... ils anticipent, puis là, ils se foutent dedans, à travers l'anticipation. C'est un cercle vicieux, là. C'est ça l'anxiété, les crises de panique, etc. Les gens ne veulent pas se sentir comme ça, ils ne veulent pas vivre ça. Parce que c'est une souffrance extrême, là. Puis ils ne savent pas quoi faire avec cette énergie-là, là. Puis ils anticipent tout le temps cette tension-là. Puis ils en souffrent doublement à ce moment-là. Oui, donc c'est clair, à ce moment-là, il y a un moment où il faut changer son regard par rapport Absolument. face à cette... Absolument, sans ça, l'ego, il souffre beaucoup trop, là. Là, c'est les pilules, là, après ça, là. C'est quoi? On l'endort. C'est des crises qui permettent, éventuellement, s'ils sont utilisés, qui permettent l'éveil. C'est fait comme ça. C'est pas une anomalie.
L'anomalie, c'est le sens de la vie que la personne avait avant. Ça, c'est l'anomalie. Mais la réaction qu'elle a, c'est très sain, excepté qu'elle ne sait pas. Elle l'interprète, puis elle en a peur, elle ne veut pas se sentir comme ça, etc. Là, ça finit plus, là. Oui, c'est ça, c'est qu'à la base, déjà, on condamne la souffrance d'entrée de jeu. Ouais, On lui donne pas son sens réel. exactement. Ouais. Ouais. On s'en sert pas. On veut seulement se débarrasser de la souffrance, à tout prix. Mais les moyens qu'on utilise, ou les moyens que l'ego utilise pour se débarrasser de la souffrance, ça l'augmente plus que d'autres choses. C'est comme mettre de la poussière sur le tapis, tout le temps. La poussière s'accumule, le tapis est rendu 1 mètre de haut, là. Tellement il y a de la poussière. Faut pas éternuer trop. Donc ça, la pièce va être pleine de poussière. C'est ça qui arrive, là. T'sais? On remet ça au lendemain, puis... mais ça s'accumule, tout ça. La tension s'accumule. On est des êtres énergétiques, là, vibratoires. Alors, lorsqu'on a la conscience pour utiliser ou pour voir comment ça fonctionne, cette énergie-là, etc., toute la mécanique, ben là, on commence à se libérer, on commence à moins souffrir ou à ne plus souffrir psychologiquement. Selon à quel point on est évolué dans tout ça. Oui, c'est ça. Déjà, quand on réalise réellement qu'on est soumis à une évolution naturelle qui ne dépend absolument pas de nous et qu'on ne peut que suivre, parce que sinon on souffre. Exact. Ouais. Ouais. Déjà, c'est une prémisse pas mal. Hein. Ouais. Faire attention, hein, dans le sens, on n'est pas soumis à une évolution. C'est qu'on ne se soumet pas à l'évolution. L'ego qui n'est pas ajusté à la réalité systémique, il ne se soumet pas au système ou à la réalité systémique. Par ignorance. Il veut que ça fonctionne autrement. Oui, c'est ça, mais quand on réalise qu'on n'a pas le choix, qu'il y a cette évolution qui est en marche et qu'on n'a pas le choix de la suivre, de toute façon, il y a une évolution... Ouais, mais il faut faire attention, ouais, mais faire attention au terme évolution, là. Tu sais? On n'évolue pas parce que, ou un individu n'évolue pas parce qu'il a une interprétation biaisée de la réalité. Il veut pas, c'est comme s'il ne voulait pas évoluer. OK? C'est pas le système qui le pousse à évoluer dans le fond. Il n'y a pas d'intention là-dedans. C'est que la personne ou l'ego n'est pas en mesure d'avoir la conscience du système. Puis, lorsqu'il n'est pas suffisamment ajusté à cette réalité-là, il souffre. Fait qu'il faut faire attention, c'est pas le système qui nous pousse à évoluer, dans un sens. Mais il y a bien une évolution de conscience, là. Oui, mais pas dans ce sens-là. Pas dans ce sens-là. C'est ça que je veux... C'est pas dans ce sens-là. Ça, c'est un mythe, ça. Il faut faire bien attention comment on regarde. Ah oui, mais il y a une évolution de conscience. La conscience, ça évolue, baba. Mais là, on l'interprète, là. Faire attention. On a tendance à l'interpréter comme ça. On a tendance les gens ont tendance à l'interpréter d'une façon pure, blanche, parfaite, etc. Mais ça ne l'est pas parfait, pur et blanc. Pourquoi? Parce que ça passe par la souffrance.
Autrement dit, c'est comme si l'ego avait une tête de cochon, une tête dure, ok? Il est dans des croyances, il a un sens de la vie qui n'est pas ajusté. Puis ça prend, il faut qu'il en souffre de ça pour finalement, peut-être, admettre, réaliser qu'il n'est pas ajusté, qu'il n'est pas dans son intelligence, etc., etc., etc. Il y a une résistance chez l'être humain ou chez tout être à évoluer. Il y a une résistance constante. Fait que les gens qui, tu sais, ah ben oui, mais c'est le système, pas le système, mais l'évolution, bababi, bababa, dans le sens qu'on en parle tout à l'heure, fais bien attention à ça. C'est pas rose. Tu sais? Puis l'être humain ne veut pas évoluer. Il est confortable où il est. Faut que les circonstances de la vie lui poussent dans le derrière pour qu'il fasse un pas en avant. Oui, c'est ça, mais quand il s'ouvre à autre chose, c'est bien une évolution. Il est forcé de souffrir, de s'ouvrir à quelque chose d'autre. Tout le temps. C'est pas parce qu'il veut évoluer. Hein. Ceux qui veulent évoluer, là, sont en résistance en fonction d'évoluer. De leur évolution. Ça résiste encore plus. C'est pas une question de vouloir évoluer. C'est une question de ne plus vouloir souffrir de la vie. Pas pareil. C'est ça qui nous fait évoluer. Par la force des choses. Lorsqu'on réussit à savoir pourquoi on souffre, on évolue automatiquement. Il n'y a pas d'intention d'évoluer là-dedans. Voyez-vous la différence, là? Dans ce sens-là. Mais l'ego, qui fonctionne de façon psychologique, il veut évoluer. Mais il ne veut pas évoluer de la façon qu'il doit évoluer. Ou qui. T'sais? Il veut évoluer selon sa perception de ce que c'est l'évolution. Ça crée une résistance. Parce que si c'est pas comme sa perception de ce que c'est l'évolution, il n'ira pas dans cette direction-là, puis c'est ça qu'il fait. Vous voyez ce que je veux dire? Tandis qu'à travers la souffrance, il est forcé à changer son sens de la vie. On est tout le temps forcé. Même une personne éveillée est forcée. Dans le sens que s'il y a une tension, s'il souffre vibratoirement, il faut qu'il agisse en conséquence. Il va vérifier, c'est évident qu'il sait plus ce qui se passe. Mais il est forcé quand même de vérifier. Donc il est forcé à évoluer dans un sens. C'est pas parce qu'il veut évoluer. Voyez-vous le sens que différent, là? Oui, c'est qu'il s'aperçoit qu'il a pas le choix, s'il veut arrêter de souffrir, il n'a pas le choix C'est ça. d'aller vers autre chose, quoi. C'est ça. Il n'y a plus là, à partir de là, l'intention a évolué. Donc, il n'y a plus de résistance. Là, il fait face à la réalité. Quand il fait ça, l'ego, quand il est capable de vivre ça, il n'a pas l'impression d'évoluer. Hein? Dans le même sens qu'il l'avait avant. Tu sais? Tu sais? Évoluer selon nos préceptes psychologiques, puis évoluer selon la réalité systémique, c'est deux choses totalement différentes.
Parlez à des gens spirituels, vous allez voir. Évoluer pour eux, là, c'est autre chose, complètement. Ça passe pas par la souffrance, pas en tout. Ça passe par la compréhension, ça passe par des stages, des niveaux de savoir, de connaissance. Pas pareil, là. On ne parle plus de la même chose. Ça, c'est le genre d'évolution ou d'interprétation. Mais cette interprétation-là empêche l'ego, justement, de s'occuper de ce qu'il doit s'occuper pour se sortir de sa souffrance psychologique. C'est beaucoup plus terre à terre que le monde pense. Puis tant qu'une personne ne s'ajuste pas à cette réalité-là, il va avoir beaucoup de difficultés, justement, à se libérer de cette souffrance-là. La vie va toujours le faire souffrir plus facilement. Les circonstances, comment il va s'adapter aux événements. Et comment on s'adapte aux événements, c'est évident que c'est comment on perçoit la programmation, les automatismes, etc. Comment on active tout ça, etc. Ou on n'active pas ça, on ne peut pas l'activer parce qu'on voit très clair. On sait qu'au bout, il va y avoir la souffrance. On nourrit ce qui va créer encore plus de souffrance. Quand l'ego nourrit la programmation, il nourrit ce qui va créer encore plus de souffrance. Mais il ne sait pas. Il ne sait pas que c'est lui qui contribue à le faire souffrir. C'est ça la désinformation. Il est totalement désinformé. Alors comment voulez-vous qu'il s'en sorte? Il tourne en rond. Il souffre. Surtout qu'il y a un événement un peu trop fort, il va souffrir. Parce qu'il y a de la misère à absorber l'événement. Il réagit toujours de la même façon. Puis il nourrit ça. C'est ça l'inconscient. Mais lui, c'est dans ça qu'il veut évoluer. Il ne veut pas aller dans l'autre direction. Il veut aller dans cette direction-là. C'est ça que je veux dire. L'évolution réelle, c'est vers le bas, c'est pas vers le haut. Autrement dit, il faut rentrer dans la matière, dans la subtile. L'observation multidimensionnelle, c'est l'observation d'une matière extrêmement subtile. Tu sais, on est ici, là. On n'est pas ailleurs. Donc, on doit découvrir ce qui se passe ici. Ah oui, c'est pour ça que je disais, enfin, si je dis, si on part de la prémisse qu'il y a une évolution de conscience qui est en cours, mais qu'on peut pas, juste qu'on le réalise, quoi, et qu'on peut pas lutter contre ça, c'est quand même quelque chose qui est... Si on lutte contre ça, on souffre. Donc, de toute façon... Oui, mais on ne sait pas qu'on lutte contre ça. C'est ça le problème. Oui, est-ce qu'une personne qui a conscience de ça peut lutter contre ça? Non. Et là, le problème. La personne n'a pas conscience qu'elle lutte contre ça. Oui, bien sûr. Si elle aurait conscience, elle ne lutterait pas. Parce que c'est ça qui va en faire souffrir. Un paradoxe. Là.
Oui, bien sûr, mais problème. du coup, à chaque fois qu'il y a une souffrance, on peut se dire qu'on bute sur une résistance, quoi, et qu'il y a quelque chose Il y a à, quelque chose qu'on ne comprend pas, il y a quelque chose qu'on ne saisit pas. On souffre, on doit réaliser qu'on souffre parce qu'on n'est pas ajusté au système. Il y a quelque chose qui n'est pas ajusté au système. On a besoin d'ajustement. Là. Alors, plus on regarde ça de cette façon-là, à ce moment-là, on va avoir l'énergie puis la tendance à s'ajuster. Il va y avoir évolution. Là. C'est là qu'on va commencer à évoluer. Autrement dit, l'évolution, c'est dans notre... c'est à partir de notre propre volonté. Il n'y a pas d'évolution sans notre volonté. Il n'y a pas d'évolution sans volonté, même d'un animal. C'est la volonté de l'animal qui va faire qu'il va muter, selon les circonstances de son environnement, etc. Il va muter, il va changer de comportement. De génération en génération. Oui, mais alors la volonté, ça vient de quoi? Ça vient de... La survie. Oui, c'est ça, ou de pas souffrir, ou enfin, elle a un sens. La volonté, c'est parce qu'il y a un sens derrière, justement. Ouais, mais là, il n'y a pas beaucoup de temps de sens que ça. C'est la survie. Si on souffre, on, on, on survit mal, dans un sens. On survit pas comme on devrait. Il y a quelque chose, ça nous indique qu'il y a quelque chose qui fonctionne pas rond, là. Chez un animal, c'est la même chose. C'est ça qui a permis l'évolution de l'animal, dans le sens qu'il a développé ce qu'il a développé. Il fallait qu'il souffre de sa condition pour changer son comportement. L'homme n'est pas différent. Il faut qu'il souffre de sa condition pour changer son comportement. Pour finir par. Il n'y a pas le choix. Dans ça. C'est pas lui qui décide. Il est forcé à tout le temps. C'est ça mon Mais donc, point. il n'y a pas de volonté, alors. Il n'y en a pas comme le monde pense. Oui, c'est ça. La volonté réelle, c'est ce que je viens de parler là. C'est la survie. C'est de survivre. Là, il y a une volonté à faire quelque chose au-delà de tout ce qui était déjà emmagasiné. Ça, c'est une volonté réelle. Différent, là. Ok. C'est pas ce que le monde pense. Pas compliqué, là. À partir de là, ben là, quand vous êtes conscient de ça, dans le sens où vous êtes en observation, tout ça, ben là, vous voyez plus loin, là. T'sais? Vous réalisez que la volonté, une volonté mentale, oui, ça... Tu sais, il y a quelque chose, là, il y a une force, là, mais ça prend la programmation pour la supporter. La seule chose que ça peut faire, c'est commencer à changer le comportement. Donc, commencer à vivre quelque chose d'autre, à changer tranquillement ce comportement-là. Et à travers la constance du changement, ça va créer un programme, donc un automatisme qui va quoi? Qui va supporter la volonté. Donc, à ce moment-là, ça va être une volonté réelle qui est supportée par un programme qui est ajusté à la réalité systémique. C'est là, comme ça qu'on va s'ajuster. C'est la seule façon. Mais là, il y a conscience de ce qui se passe. Avant ça, il n'y avait pas de conscience qu'il se créait des programmes, comment ça marchait, etc. L'écoute est totalement voilée. C'est ça la différence. L'éveil, c'est on sait ce qui se passe. Quand il n'y a pas d'éveil, l'ego, il ne sait pas ce qui se passe.
à ce niveau-là. Il sait ce qui se passe à d'autres niveaux. Il voit la surface de l'eau, mais il ne voit pas ce qu'il y a en dessous. C'est pour ça qu'on s'appelle l'éveil, on appelle ça l'éveil. C'est un éveil à cette réalité-là. Là. C'est libérateur dans le sens que, on sait ce qui se passe. On n'interprète plus psychologiquement, là, puis souffrir psychologiquement, etc. La souffrance psychologique devient impossible, ou presque. Ça peut arriver, mais dans des circonstances très particulières. Puis même là, un individu qui est éveillé, il ne restera pas longtemps là-dedans. Là. C'est évident, il a déjà l'expérience. C'est comme le feu. Il ne mettra pas, hop, il va sentir la chaleur, il va s'enlever de là-dessus. Ça n'empêche pas qu'il va sentir la chaleur. Là. Plus il devient sensible à la chaleur, au psychologique, la souffrance, tout ce qui amène cette souffrance-là, plus il va se retirer. Autrement dit, il n'activera pas ça. Alors, il prend encore de l'expérience. Il devient de plus en plus sensible à ça. Donc, ça devient impossible pour lui, là, à un moment donné. Il voit trop. C'est trop clair. Il est irrécupérable. Pardon? Il interprète plus ce qui se passe en lui, il sait ce qui se passe en lui. C'est ça. Ça vient, ouais. C'est pas compliqué, là. C'est très simple. Pour lui, en tout cas. C'est vrai, c'est pas compliqué, là. Non, c'est quand on sort de la confusion psychologique. C'est ça. On sort de la complication. C'est survie ou non survie, c'est souffrance ou non souffrance. That's it. On revient à la base, au basique. Là. C'est pas compliqué.